Merci Anna pour cette introduction. C'est un plaisir d'avoir l'occasion de présenter mes travaux en cours dans ces grandes conférences des archives Poincaré. Donc, comme tu l'as dit, je vais parler de la question du statut moral, donc une question morale s'il en est. Euh, Quand on demande qui possède un statut moral, ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont les entités envers lesquelles on a des devoirs moraux, pour le dire plus simplement. Parfois, on dit aussi qu'ils sont les patients moraux. En gros, la question, c'est quelles sont les entités qui importent du point de vue moral. Donc ça, c'est la question qui va m'intéresser. Puis cette question, elle est au cœur de plein de domaines de recherche différents. Ici, je vais être intéressé en particulier par deux domaines de recherche qui sont l'éthique animale, c'est l'éthique de nos devoirs envers les animaux, et l'éthique environnementale, qui est l'éthique de nos devoirs concernant l'environnement. Euh, et donc, deux théories s'affrontent sur cette question-là. Il y en a un petit peu plus que ça, mais deux principales. Puis moi, je vais m'intéresser à ces deux-là en particulier. Donc, cette question du statut moral, elle reçoit deux principales réponses. La première, c'est donc le sentientisme. Ça, c'est l'idée qu'une entité importe moralement si et seulement si elle est sentiente. Et par là, on entend que cette entité est capable de ressentir des expériences ou fait l'expérience de choses conscientes balancées. Puis ces expériences conscientes balancées, donc ça veut dire positives ou négatives, et ça peut être par exemple des sensations de plaisir ou de douleur, mais ça peut aussi être des états un petit peu plus exigeants cognitivement, comme des émotions, de joie ou de tristesse, d'amusement, de peur, de fierté ou de honte. Tout ça, c'est des expériences conscientes positives ou négatives. Donc selon le scientisme, dès lors que vous êtes capable de ce genre d'expérience, vous importez moralement. Et puis, si vous en êtes incapable, là, vous ne possédez pas de statut moral. Ça, c'est un petit peu l'idée. Et donc, cette théorie-là, elle a des implications assez concrètes quant à l'extension du statut moral. Donc, qui sont les détenteurs d'un statut moral? Elle implique notamment que beaucoup d'animaux possèdent un statut moral, puisque beaucoup d'animaux sont capables de ce genre d'expérience. C'est le cas, en tout cas, de tous les vertébrés, puis aussi de certains invertébrés. Et puis, elle implique inversement que les autres êtres vivants, donc entre autres les plantes, ne possèdent pas de statut moral, puisque tout semble indiquer que les plantes ne sont pas conscientes et donc sentientes. En tout cas, c'est un présupposé que je vais faire dans cette présentation. Et ça, c'est la théorie qui est dominante en éthique animale. C'est pas la seule, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est quand même celle qui est la plus populaire. L'autre approche dont je veux parler dans cette présentation, c'est donc le biocentrisme. Et ça, c'est la théorie selon laquelle une entité importe moralement si et seulement si elle est vivante. Donc, c'est une théorie qui est un petit peu plus accueillante ou généreuse dans son accueil au sein de la communauté morale, puisqu'elle va accueillir, considérer comme des patients moraux non seulement les animaux, mais aussi les plantes, les bactéries, les champignons, puisque toutes ces entités sont vivantes. Et ça, c'est, sinon la théorie dominante, au moins une théorie importante en éthique environnementale. Donc, au fond, les scientistes et les biocentristes, s'ils ne sont pas d'accord sur cette question morale de qui sont les détenteurs d'un statut moral, c'est parce qu'ils ont un autre désaccord dans un autre domaine sur une question prudentielle, qui est la question de savoir qui possède des intérêts. Ou autrement dit, quelles sont les entités pour lesquelles certaines choses sont bonnes et pour lesquelles certaines choses sont mauvaises, quelles sont les entités qui possèdent un bien-être, quelles sont les entités auxquelles certaines choses profitent et d'autres nuisent. Ça, c'est un petit peu la notion d'intérêt qui est en jeu ici. Et donc, en clair, c'est parce que les scientistes pensent que tous et seuls les possesseurs d'intérêt possèdent aussi un statut moral qu'ils considèrent qu'il faut être sentient pour posséder un statut moral. C'est parce qu'ils pensent qu'il faut être sentient pour posséder des intérêts. Okay. Donc, le désaccord fondamental, il est sur cette notion d'intérêt et sur qui possède des intérêts. Un philosophe qui est assez représentatif à cet égard, c'est Peter Singer. Dans son livre La libération animale, il écrit ceci: la capacité à souffrir et à ressentir du plaisir est une condition préalable à l'existence d'intérêt, une condition qui doit être remplie avant que nous puissions parler d'intérêt de manière significative. Il serait absurde de dire qu'il est contraire à l'intérêt d'une pierre de recevoir un coup de pied sur la route de la part d'un écolier. Une pierre n'a pas d'intérêt parce qu'elle ne peut pas souffrir. Rien de ce que nous pouvons lui faire ne peut affecter son bien-être.
Donc, si on veut résumer la position de Singer, en gros, il souscrit à l'argument suivant. Premièrement, une entité importe moralement, elle possède un statut moral si et seulement si certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour elle, qu'elle possède des intérêts. Deuxièmement, certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour une entité seulement si cette entité est sentiente. Donc la sentience, cette capacité à ressentir des choses positives ou négatives, est une condition nécessaire à la possession d'intérêts. Conclusion, une entité importe moralement seulement si elle est sentiente. Du coup, la sentience est aussi une condition nécessaire à la possession d'un statut moral. Les biocentristes ne sont pas en désaccord complet avec Singer sur cet argument-là. En fait, ils sont d'accord avec la première prémisse de l'argument. Le désaccord porte essentiellement sur la deuxième prémisse. Puis ça, on le voit avec un philosophe biocentriste qui est représentatif à cet égard, c'est Kenneth Goodpaster, qui développe cet argument qui va un peu dans le sens inverse. Donc, premièrement, une entité importe moralement si et seulement si certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour elle. Ça, c'est exactement la même prémisse que dans l'argument de Singer. Mais deuxièmement, certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour une entité dès lors que cette entité est vivante. Donc maintenant, le fait d'être vivant, ça, c'est une condition suffisante à la possession d'intérêt. Et donc, Goodpaster en conclut qu'une entité importe moralement dès lors qu'elle est vivante. Le fait d'être vivant est une condition suffisante à la possession d'un statut moral. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est face à ces deux arguments? Comment il faut choisir? En fait, tout dépend de ce qu'il faut penser de la deuxième prémisse de chacun de ces arguments. Est-ce qu'il faut, avec Singer, penser que la sentience est une condition nécessaire à la possession d'intérêt, ou est-ce qu'au contraire, il faut être avec Goodpaster et penser que le fait d'être en vie suffit à posséder des intérêts? Ça, c'est en fait toute la question. Et il y a un élément à considérer qui va un petit peu dans le sens de Goodpaster, c'est que dans la vie de tous les jours, on dit non seulement des choses comme le plaisir est bon pour les animaux ou la douleur est mauvaise pour les animaux, mais on dit aussi des choses comme l'eau est bonne pour les plantes ou la sécheresse est mauvaise pour les plantes. Et ça suggère que Goodpaster a raison de penser que le fait d'être vivant suffit à posséder des intérêts. Dans la vie de tous les jours, on dit des choses qui semblent supposer que les plantes ont des intérêts et que donc être sentient n'est pas une condition nécessaire pour posséder des intérêts. Alors, en réponse à cette objection, tous les scientistes qui l'ont discuté ont concédé que certaines choses étaient bonnes ou mauvaises pour les plantes, mais pour immédiatement ajouter que pour autant, les plantes n'ont pas d'intérêt, qu'elles n'ont pas de bien-être. Le philosophe qu'on cite le plus souvent à ce sujet-là, c'est Steve Zaponsis. Il écrit ceci dans son livre Morals, Reason and Animals. Alors que les termes besoin, envie, manque, dommage, bénéfice et bien sont tous couramment appliqués aux plantes, aux artefacts, etc. Le terme intérêt est généralement réservé aux personnes et aux animaux qui bénéficieront ou seront lésés par la satisfaction ou la frustration des besoins des plantes, des artefacts, etc. Ainsi, l'usage ordinaire du terme intérêt nous dit que les plantes, les artefacts et les autres simples choses n'ont aucun intérêt eu égard à ce qui leur profite ou leur nuit. Donc, si on se concentre sur le cas des plantes, ici, Zaponsis admet que certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour les plantes, leur bénéficient ou leur nuit, mais néanmoins, il nie que les plantes possèdent des intérêts. Un autre philosophe qui va un petit peu dans le même sens, c'est Wayne Sumner. Donc, dans son livre Welfare, Happiness and Ethics, qui est un peu un classique de la théorie du bien-être, il écrit ceci. Une grande partie de notre vocabulaire du bien-être s'applique à tous les êtres vivants sans contrainte évidente. Ainsi, nous parlons facilement de ce qui est bon ou mauvais, nuisible ou bénéfique pour les abeilles et les bactéries, les arbres et les champignons. Il n'y a aucune raison de penser que ces catégories ne s'appliquent de manière significative qu'aux créatures conscientes ou sentientes. Néanmoins, certaines de nos catégories ne se généralisent pas aussi facilement, notamment les notions centrales de bien-être et d'intérêt. Pardon. Donc ça, c'est vraiment la même idée qu'on avait trouvée chez Zaponsis. Les plantes, elles ont un bon pour, un bien propre, en ce sens que certaines choses sont bonnes pour elles, mais elles n'ont pas d'intérêt. Puis un troisième philosophe qui dit en substance la même chose, c'est David de Gracia, dans son livre Taking Animals Seriously.
il écrit qu'il paraît assez naturel de parler d'un dommage causé à une plante, mais pas de son bien-être. Si le critère de sentience est correct, bien qu'il y ait du sens à parler de ce qui est bon ou mauvais, bénéfique ou nuisible pour les plantes et les animaux non sentients, ces termes ne sont pas correctement appliqués à ces êtres dans un sens qui soit moralement pertinent. Donc, en somme, l'idée de ces trois auteurs, euh, c'est que d'une part, certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour les plantes, leur bénéficient ou leur nuisent, mais d'autre part, les plantes ne possèdent pas d'intérêt, pas de bien-être. Et ce qui est crucial chez ces auteurs, c'est que la notion qui est au fondement du statut moral, la caractéristique qu'il faut avoir pour posséder un statut moral, c'est celle de posséder des intérêts. Donc, il ne suffit pas que certaines choses soient bonnes ou mauvaises pour vous profitent ou vous nuisent pour que vous possédiez un statut moral. Non, non, il faut en plus que vous ayez des intérêts, il faut que vous ayez un bien-être. Donc, si on veut résumer le débat entre les scientistes et les biocentristes, on a en fait deux thèses qui s'affrontent. Les biocentristes souscrivent à la thèse que j'appelle ici VI, pour vrai et identique, selon laquelle la phrase l'eau est bonne pour les plantes est vraie, et la formule bon pour a exactement la même signification dans cette phrase que dans la phrase le plaisir est bon pour les animaux. Pour les biocentristes, quand on dit bon pour, on parle des intérêts, on parle du bien-être, qu'on parle des animaux ou qu'on parle des plantes. Dans les deux cas, on est en train d'attribuer des intérêts, d'attribuer du bien-être. Puis inversement, les scientistes souscrivent à la thèse VD, vrai mais différent, selon laquelle la phrase l'eau est bonne pour les plantes est vraie, mais dans ce cas-là, la formule bon pour a un sens différent de celui qu'elle a dans la phrase le plaisir est bon pour les animaux. Donc pour les scientistes, quand on dit que le plaisir est bon pour les animaux, on est en train de leur attribuer un intérêt à ressentir du plaisir. En revanche, quand on dit que l'eau est bonne pour les plantes, on n'attribue pas du tout un intérêt aux plantes. Là, on utilise le terme, la phrase, la formule bon pour dans un sens différent. Ok. Et à mon avis, ces deux thèses sont fausses. Donc, je vais essayer d'en défendre une troisième, que j'appelle F, pour fausse. C'est la thèse que la phrase l'eau est bonne pour les plantes est fausse. Et je vais en particulier m'employer à la défendre contre les deux autres thèses. Donc, je vais procéder de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais essayer d'expliquer pourquoi, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée pour les scientistes de recourir à la thèse VD. Donc, en particulier, ce n'est pas une bonne idée pour les scientistes de concéder que certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour les plantes. Dans un deuxième temps, j'essaierai de montrer que la formule bon pour a en fait exactement la même signification quand elle a été appliquée aux plantes que quand elle est appliquée aux animaux. Donc, dans les deux cas, elle attribue des intérêts et un bien-être. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai d'argumenter de façon un peu plus positive que rien n'est bon pour les plantes, avec l'exemple de l'eau. Même l'eau n'est pas bonne pour les plantes, et ça montre bien que rien n'est bon pour les plantes. Et dans la quatrième et dernière partie de la présentation, j'anticiperai une objection à cet argument et j'essaierai de montrer que cette objection n'est pas convaincante. OK. Alors, pourquoi cette position scientiste est instable? Pourquoi les scientistes ne devraient pas faire appel ou concéder l'idée selon laquelle l'eau est bonne pour les plantes? Donc, je vous rappelle, leur argument, c'est ça. Premièrement, une entité importe moralement si et seulement si elle a des intérêts, et peu importe que certaines choses soient bonnes ou mauvaises pour elle, c'est pas ça la notion qui est importante. Mais les plantes n'ont pas d'intérêt, même si c'est vrai que certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour elles, mais c'est pas ça qui est important. Conclusion, les plantes n'importent pas moralement. Et ici, moi, j'ai un problème avec la première prémisse de cet argument. Il me semble que si on veut vraiment distinguer la notion d'intérêt d'un côté avec le bien-être, puis de l'autre côté, la notion de bon pour, de bien propre, alors la notion qui est au fondement du statut moral, c'est plutôt la notion de bon pour ou de bien propre que la notion d'intérêt. Intuitivement, il me semble que euh, dès lors que certaines choses sont véritablement bonnes ou mauvaises pour une entité, ça nous fournit une raison morale de fournir cette chose à cette entité. Pas forcément une raison morale déterminante ou bien considérée, peut-être qu'il y a une raison de faire autre chose, mais on a au moins un devoir, on appelle ça pro tanto, dans une certaine mesure, envers cette entité, de lui fournir cette chose qui est bonne pour elle. Et inversement, quand une chose est véritablement mauvaise pour une entité, ça nous fournit au moins une raison morale d'éviter cette chose à cette entité.
il n'est pas nécessaire qu'en plus l'entité en question ait un bien-être ou des intérêts, si ça c'est une notion plus exigeante que celle de bon pour. Et ça, c'est exactement l'idée d'un ancien collègue et copain qui s'appelle Antoine Dussault et qui, lui, utilise cette idée pour défendre le biocentrisme. Donc, il retourne un petit peu, si vous voulez, l'argument sentientiste en disant une entité importe moralement si et seulement si certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour elle, peu importe qu'elle soit en plus capable d'avoir des intérêts ou un bien-être. Or, certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour les plantes, même si c'est vrai que les plantes n'ont pas d'intérêt, et donc les plantes importent moralement. Donc là, je suis assez d'accord avec Antoine sur la première prémisse de son argument. Je pense qu'en effet, la notion qui est importante pour le statut moral, c'est celle d'un bon pour ou d'un bien propre. Le fait que certaines choses soient bonnes ou mauvaises pour une entité. Euh, donc, on a vu Zaponsis, Sumner, De Gracia sont pas d'accord avec ça, mais ils argumentent pas vraiment leur position. Il y a un philosophe qui défend vraiment la position que ce qui est pertinent, c'est la possession d'intérêt plutôt que le bon pour, et ce philosophe, c'est John Nolt. Et il s'appuie sur un test que je vais simplement citer. Il nous dit, imaginez que nous possédions une certaine caractéristique G, modifiez toutes les autres caractéristiques que nous possédons actuellement et jugez si les obligations qui nous sont dues demeurent. Donc en clair, je peux maintenant m'imaginer avec ou sans intérêt. Selon Nolte, l'idée, c'est que dès lors que je m'imagine sans intérêt, là, j'ai plus de statut moral. Il explique ça un petit peu mieux dans la citation suivante. Lorsque je fais cette expérience de pensée, je ne trouve le raisonnement convaincant que tant que la caractéristique que j'ai implique la sentience. Lorsque cette caractéristique est par exemple le fait d'avoir des intérêts, je vois facilement comment le fait d'avoir cette caractéristique impose des obligations morales aux autres agents à mon égard. L'obligation, par exemple, de ne pas me faire souffrir gratuitement. Mais lorsque cette caractéristique est quelque chose comme avoir un bien propre, donc que certaines choses soient bonnes ou mauvaises pour moi, alors il est beaucoup moins plausible que ma possession de ce bien oblige moralement d'autres agents envers moi. Donc si je m'imagine en ayant un bien propre, mais en n'ayant plus d'intérêt, alors intuitivement, plus personne n'a de devoir envers moi. Donc j'ai perdu mon statut moral en perdant mes intérêts, même si j'ai conservé le bien propre, même s'il y a encore des choses qui sont bonnes ou mauvaises pour moi. Ça reste encore un petit peu abstrait à ce niveau-là, mais comme il est sympa, il illustre ça de façon un petit peu plus concrète avec un cas. Si par exemple, je pense à mon corps dans un état végétatif, c'est-à-dire non sentient, permanent, mais toujours capable de remplir diverses fonctions biologiques orientées vers un but, je ne suis plus convaincu qu'il y reste quoi que ce soit qui exige en soi une révérence ou un respect moral. Quand je lis ces citations de Nolte, dans une très large mesure, je suis d'accord avec lui. Il me semble que le test qu'il propose pour savoir quel est le fondement du statut moral est vraiment pertinent. C'est une bonne idée de se dire, OK, moi je suis sûr que je possède un statut moral, je vais m'imaginer sans diverses de mes caractéristiques, et puis dès lors qu'en faisant disparaître une caractéristique, je fais aussi disparaître mon statut moral, ça veut dire que mon statut moral reposait sur cette caractéristique. Donc si quand mes intérêts disparaissent, d'un coup j'ai plus de statut moral, ça veut dire que c'était mes intérêts qui fondaient mon statut moral. Ça, je pense, c'est vraiment un bon test, une bonne manière de réfléchir à cette question-là. Je suis aussi d'accord avec Nolte. Je partage complètement son intuition sur le cas qu'il nous présente. Quand j'imagine le cas où tout ce qui reste de moi, c'est un organisme en état végétatif permanent, il me semble, comme à Nolte, que plus personne n'a de devoir envers moi ou n'a de devoir envers cet organisme. Donc jusqu'ici, je suis d'accord avec lui. Là où je suis pas d'accord avec lui, c'est que moi, j'ai aussi l'intuition que dans le cas où tout ce qui reste de moi, c'est un organisme en état végétatif, plus rien n'est bon ou mauvais pour moi. Ou même plus rien n'est bon ou mauvais pour cet organisme. Or, l'intérêt pour Nolte de ce cas, c'était de nous présenter une situation dans laquelle on a une entité pour laquelle certaines choses sont bonnes ou mauvaises, mais qui ne possède pas d'intérêt et donc qui ne possède pas de statut moral. Il me semble que ce qui nous présente en fait, c'est un cas où certes l'entité n'a pas de statut moral, mais elle n'a pas non plus de bon pour ou de bien propre. Rien n'est bon ou mauvais pour elle. Et si maintenant je fais l'effort d'imaginer que quelqu'un arrive à me convaincre
qu'en fait certaines choses sont encore bonnes ou mauvaises pour cet organisme, pour moi, alors que tout ce qui reste de moi, c'est cet organisme, alors ipso facto, là, par la même occasion, je suis en même temps convaincu que à ce moment-là, je possède un statut moral ou que l'organisme lui-même possède un statut moral. Euh, donc, dans un cas comme dans l'autre, il me semble que Nolte échoue à identifier une situation dans laquelle on a une entité qui a un bien propre mais qui n'a pas de statut moral, parce qu'elle n'aurait pas d'intérêt. Donc, en résumé de ce que j'ai fait jusqu'ici, je pense que les scientistes ne devraient pas accepter cette thèse VD, ils ne devraient pas concéder que certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour des êtres non sentients, parce que faire ça, c'est déjà plus ou moins accepter qu'on a des devoirs envers ces entités-là, et donc rejeter le scientisme. En revanche, du coup, les biocentristes, eux, ils pourraient très bien accepter VD. C'est d'ailleurs ce que fait Antoine Dussault. Il pourrait concéder que les plantes n'ont pas d'intérêt, insister néanmoins que certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour les plantes et ajouter que ça, c'est suffisant pour qu'on ait des devoirs moraux envers les plantes. Ok. Maintenant, je pense qu'il ne devrait quand même pas faire ça parce que je pense que la thèse VD est fausse et ça, c'est ce que je vais essayer de montrer maintenant. Euh, donc, cette thèse, souvenez-vous, on peut en fait la séparer en deux thèses différentes. La thèse que la phrase l'eau est bonne pour les plantes est vraie. Et puis ça, je la laisse de côté pour le moment, j'en parlerai dans la partie suivante de la présentation. Et la thèse que la formule bon pour n'a pas la même signification dans cette phrase que celle qu'elle a dans la phrase le plaisir est bon pour les animaux. Ça, c'est ce que je vais essayer de réfuter maintenant. Je vais essayer de montrer que la formule bon pour réfère aux intérêts, réfère au bien-être, qu'elle s'applique aux animaux ou aux plantes, peu importe. Cette thèse D, elle est un peu bizarre de prime abord. Euh, Elle n'est pas bizarre si on a en tête la notion habituelle ou ordinaire de bien-être, parce que dans le sens ordinaire du terme, le bien-être, c'est un état expérientiel, c'est un état psychologique. Là, j'avais trouvé une citation, je ne sais plus de quel dictionnaire je l'avais tirée, mais en tout cas, un dictionnaire définit le bien-être comme l'état de se sentir en bonne santé et heureux. Puis ça, je pense que ça correspond pas mal à à la conception ordinaire, en effet. Hein. Euh, et en ce sens-là, c'est pas du tout bizarre de dire que certaines choses peuvent être bonnes ou mauvaises pour une entité qui n'a pas de bien-être. Par exemple, par hypothèse, les plantes n'ont pas de bien-être au sens ordinaire du terme, puisqu'elles n'ont pas d'expérience consciente. Mais on peut complètement se poser la question de savoir si certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour elles. Donc, au sens ordinaire du terme bien-être, ça reste une question complètement ouverte de savoir si une entité pourrait avoir un bon pour, un bien propre, sans pour autant avoir un bien-être. Ok. Mais ça, c'est pas directement pertinent pour nous parce que en philosophie, puis en particulier chez les philosophes qui s'intéressent au statut moral, la notion de bien-être, elle est utilisée, ou le terme de bien-être, il est utilisé dans un sens un peu plus technique. Et en philo, quand on parle de bien-être, on veut quand même plus ou moins dire ce qui est bon pour. Roger Crisp résume assez bien ça dans l'entrée qu'il consacre au bien-être dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Il écrit ceci. L'usage philosophique du terme bien-être est plus large que son usage ordinaire et se résume à la notion de la qualité de la vie d'une personne. Le bien-être d'une personne est ce qui est bon pour cette personne. Euh, donc, en ce sens, si on accepte cette définition que nous donne Roger Crisp, ça paraît vraiment bizarre de dire que certaines choses peuvent être bonnes ou mauvaises pour une entité sans pour autant contribuer à son bien-être, parce qu'on vient de définir le bien-être comme ce qui est bon pour. Donc ça, c'est un peu un paradoxe. Euh, je pense que ça suffit pas encore à montrer que la thèse D est fausse, mais ça met au moins, disons, ça établit au moins une présomption contre cette idée-là. Ça place un fardeau de la preuve sur les épaules de ceux qui pensent qu'on peut dire qu'une chose est bonne pour une entité sans pour autant contribuer à son bien-être. Euh, et ils ont encore la possibilité d'essayer de se décharger de ce fardeau de la preuve. Et ça, c'est justement ce que fait Connie Rosati, qui soutient que l'expression bon pour a en fait une multiplicité de significations différentes.
et qu'une seule de ces significations correspond au bien-être. Et bien admettre qu'elle donne quelques exemples qui sont vraiment très convaincants. Par exemple, elle nous dit qu'en plus de dire que le plaisir est bon pour les animaux, que l'eau est bonne pour les plantes, on dit des choses comme l'arsenic est bon pour empoisonner, les marteaux sont bons pour clouer, et ce sécateur est bon pour tailler les arbustes. Et c'est assez évident que quand on dit que l'arsenic est bon pour empoisonner, on ne veut pas dire que l'arsenic est dans l'intérêt d'empoisonner. Quand on dit que les marteaux sont bons pour clouer, on ne veut pas dire que les marteaux ont une valeur prudentielle pour clouer. Et quand on dit que le sécateur est bon pour tailler la haie, on n'est pas en train de dire que le sécateur contribue au bien-être de la haie. Enfin, tout ça contribue au bien-être de tailler la haie. Enfin, même grammaticalement, là, ça n'a aucun sens. Donc, c'est sûr que c'est pas ça qu'on veut dire. Donc, je pense que Rosati a vraiment raison de dire que dans ces instances-là, dans ces occurrences de la formule bon pour, au moins on a des cas où cette formule-là, elle ne réfère pas aux intérêts, elle a une signification différente. Et alors, Rosati nous explique la signification, cette différence de signification. Elle nous dit il faut au moins distinguer des cas où on applique la formule bon pour à des entités, de cas où on l'applique à des activités ou des types d'actes. Donc, par exemple, dans le premier cas, quand on dit que le plaisir est bon pour les animaux, dans ce genre d'instance où on parle d'entité, la phrase X est bon pour S signifie exactement la même chose que X contribue au bien-être de S. Et donc, quand on dit que le plaisir est bon pour les animaux, ça veut littéralement dire que le plaisir contribue au bien-être des animaux. Mais Rosati nous dit, quand on parle d'activité, là, c'est vraiment différent. Dans ces cas-là, la phrase X est bon pour S signifie précisément la même chose que X est un moyen efficace de S. Et donc, S ici est un verbe d'action. Donc, quand on dit que l'arsenic est bon pour empoisonner, tout ce qu'on veut dire par là, c'est que l'arsenic est un bon moyen, un moyen efficace d'empoisonner. Euh, Ça, pour ma part, ça me paraît très convaincant. Je pense que Rosati est parvenu à identifier un sens complètement différent de la formule bon pour, même si en français, ça sonne un peu bizarre de dire l'arsenic est bon pour empoisonner. Bon, admettons qu'en anglais, ça passe mieux. Euh, donc là, j'ai envie de concéder au moins ça. Là, on a un sens bien distinct pour la formule bon pour. Puis elle ne le mentionne pas, mais il y a une bonne raison d'accepter ce qu'elle nous dit là. C'est que quand on parle d'une entité, quand on dit bon pour une entité, ça a complètement du sens de distinguer le bon pour instrumental du bon pour intrinsèque ou final. Par exemple, quand quelqu'un me dit le plaisir est bon pour les animaux, là, je peux lui poser la question, est-ce que le plaisir est bon pour les animaux en tant que fin ou seulement en tant que moyen? Et ça, c'est une question qui est vraiment sensée. En revanche, si quelqu'un me dit l'arsenic est bon pour empoisonner, là, ça n'a vraiment aucun sens de lui demander si l'arsenic est bon intrinsèquement ou seulement instrumentalement pour empoisonner. Ok. Et comme cette distinction, elle est un peu fondamentale en théorie de la valeur, le fait qu'on ne puisse pas la faire quand on parle du bon pour des actes ou des activités, il me semble que ça suggère que cette notion de bon pour est même pas du tout évaluative. En tout cas, elle n'est pas prudentielle, mais elle est, je pense même pas évaluative. Et ce qui explique que la traduction que nous propose Rosati est assez plausible. Parce qu'au fond, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on peut traduire X est bon pour S quand on parle d'une activité par un énoncé qui est purement descriptif. X est un moyen efficace de S, ce n'est pas du tout un énoncé évaluatif. Ça suggère que ce qu'on avait au départ, ce n'était pas non plus une notion évaluative. OK. Donc, à la lumière de tout ça, on pourrait se dire, OK, il faut au moins distinguer le bon pour des activités, le bon pour des entités. Mais ça ne nous interdit pas du tout de dire qu'il y a un sens de la formule bon pour qui est utilisé pour toutes les entités, que ces entités soient des animaux ou des plantes. Ce qui est ce que moi j'aurais envie de dire. Mais Rosati n'est pas d'accord avec ça. Elle pense que la formule bon pour a aussi une signification différente quand on l'applique à des entités non sentientes que quand on l'applique à des entités sentientes. Voici ce qu'elle nous dit. Donc, comme on vient de le voir, dans le cas des entités sentientes, X est bon pour S, ça signifie X contribue au bien-être de S.
Mais Rosati nous dit, dès lors qu'on parle d'entité non sentiente, alors X est bon pour S signifie X promeut la santé de S. Donc quand on dit que l'eau est bonne pour les plantes, ce qu'on veut vraiment dire par là, c'est que l'eau promeut la santé des plantes. C'est pas que l'eau contribue au bien-être des plantes. Et c'est là que je suis pas d'accord avec Rosati. Euh, la raison pour laquelle je suis pas d'accord, c'est que une des raisons, disons, c'est que à cet égard, on a vu tout à l'heure que pour les êtres sentients, ou j'avais dit pour les entités générales, mais en fait, j'avais donné l'exemple des animaux. Ça a du sens de demander si le plaisir est bon pour les animaux de manière finale ou de manière seulement instrumentale. Et à cet égard, le bon pour les entités non sentientes se comporte exactement de la même manière. Donc, si quelqu'un me dit l'eau est bonne pour les plantes, je peux complètement demander si la personne veut dire que l'eau est bonne pour les plantes en tant que moyen pour obtenir quelque chose d'autre ou en tant que fin, de façon intrinsèque. Et ça suggère qu'on a en fait affaire à la même notion que dans le cas des animaux. Euh, mais c'est pas tout, il y a un autre argument. Euh, si on considère l'affirmation maintenant, la santé est bonne pour les animaux, Rosati nous dit, cette affirmation-là, on peut la traduire par la santé contribue au bien-être des animaux. Et ça paraît complètement OK. Il semble que c'est ce qu'on veut dire quand on dit que la santé est bonne pour les animaux. En revanche, quand on dit la santé est bonne pour les plantes, ce qui est aussi quelque chose qu'on pourrait dire, d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que les biocentristes ont envie de dire, euh, cette phrase-là, selon Rosati, il faut la traduire par la santé promeut la santé des animaux. Ce qu'elle nous dit, X est bon pour S, ça se traduit par X promeut la santé de S. Donc la santé est bonne pour les plantes, ça se traduit par la santé promeut la santé des plantes. Puis ça, c'est absurde. Donc on avait ici une phrase parfaitement sensée que Rosati nous invite à traduire par une phrase qui n'a aucun sens. Et ça suggère que la traduction qu'elle nous propose est mauvaise et que donc le concept ou l'idée qu'elle se fait de ce qui est bon pour les entités non sentientes correspond pas à l'idée ordinaire. Donc ça, c'est un élément de plus qui me pousse à penser que, en fait, quand on dit la santé est bonne pour les plantes, ce qu'on veut dire, c'est la même chose que quand on dit que la santé est bonne pour les animaux, on veut dire que la santé contribue au bien-être des plantes. Euh, un petit argument positif pour dire que le bon pour, c'est la même chose que le bien-être. Premièrement, les propositions X est bon pour S, mais X ne profite pas à S. X profite à S, mais X n'est pas dans l'intérêt de S. Et X est dans l'intérêt de S, mais X ne contribue pas au bien-être de S, sont contradictoires. Alors moi, j'ai l'intuition assez forte qu'elles sont contradictoires. J'espère que vous partagerez mon intuition. Personnellement, je ne vois pas dans quel sens quelque chose pourrait être bonne pour une entité sans lui profiter. Ça me paraît un usage complètement mystérieux de bon pour. Je ne comprends pas en quel sens quelque chose pourrait profiter à une entité sans être dans son intérêt. Et je ne vois pas comment quelque chose pourrait être dans l'intérêt d'une entité sans contribuer à son bien-être au sens philosophique du terme. Donc, il me semble que ces énoncés-là sont contradictoires. Deuxièmement, si ces propositions sont contradictoires, alors par transitivité, la proposition X est bon pour S, mais X ne contribue pas au bien-être de S est contradictoire. Conclusion, euh, la proposition l'eau est bonne pour les plantes, mais elle ne contribue pas à leur bien-être est contradictoire. Donc, je pense que vraiment, quand on utilise la formule bon pour et qu'on l'applique à des entités, c'est toujours le cas qu'on est en train de parler du bien-être de ces entités, que ce soit des entités sentientes ou non. Alors, maintenant, l'argument positif pour la thèse la plus intéressante, à savoir que rien n'est bon pour les plantes. L'argument est un petit peu complexe, donc tâchez vos ceintures. Première prémisse, si l'eau est bonne pour une plante, c'est en tant que moyen en vue de la santé de cette plante. Je pense que tout le monde est d'accord en éthique environnementale et en éthique animale que l'eau n'est pas bonne intrinsèquement pour les plantes. Si l'eau est bonne pour les plantes, ça c'est vrai,
c'est forcément elle leur permet d'obtenir quelque chose qui est bon pour elles, mais c'est pas que en soi l'eau est bonne pour les plantes. Et alors ensuite, quelle est cette chose qui est bonne pour les plantes et que l'eau leur permet d'obtenir? Mais cette chose, c'est la santé. Ça me paraît vraiment le candidat le plus prometteur. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, la santé, c'est vraiment la valeur qui est un petit peu au cœur du biocentrisme. Euh, c'est ça qui est censé, c'est ça en vertu de quoi les êtres vivants non sentients sont censés posséder du bien-être. Donc, ça me paraît très plausible de dire que si l'eau est bonne pour une plante, c'est parce qu'elle lui permet d'obtenir de la santé. Je pense que ça, c'est pas controversé. Deuxième prémisse, X peut être bon pour S, donc un sujet S, en tant que moyen en vue de Y, seulement si Y est bon pour S. Un exemple de ça, c'est supposons qu'on ait une entité pour laquelle la connaissance n'est pas bonne. Ben c'est sûr que pour cette entité, l'éducation ne va pas être bonne parce qu'elle lui permet d'obtenir de la connaissance. Si la connaissance n'est pas bonne pour vous, l'éducation ne va pas être bonne pour vous parce qu'elle vous permet d'obtenir de la connaissance. Et c'est un petit peu la même chose avec l'eau et les plantes. Si on imagine maintenant une entité pour laquelle la santé n'est pas bonne, ben c'est sûr que l'eau va pas être bonne pour cette entité parce qu'elle lui permet d'être en bonne santé. Ça, j'espère que c'est assez intuitif pour tout le monde. Si on met maintenant ces deux prémisses ensemble, on obtient une première conclusion intermédiaire. Si l'eau est bonne pour une plante, alors la santé est bonne pour cette plante. Je laisse de côté cette partie de l'argument, on y reviendra tout à l'heure. Quatrième prémisse, lorsque la santé est bonne pour un être sentient, c'est en tant que moyen d'obtenir quelque chose qui est bon pour cet être sentient en tant que fin. C'est un peu une autre manière de dire que la santé pour les êtres sentients n'a de valeur qu'instrumentale. Et ça, c'est pas auto-évident, hein. Je vais essayer de vous en donner l'intuition avec deux cas. Le premier cas concerne les abeilles. Donc, vous n'ignorez pas que quand les abeilles nous piquent, elles perdent leur dard et qu'elles meurent. Alors, imaginons une abeille qui s'appelle Mireille. Et Mireille, l'abeille, a cette particularité qu'elle a un dysfonctionnement au niveau de son dard qui l'empêche de piquer qui que ce soit. Euh, ça veut dire qu'au sens pertinent du mot santé, Mireille est en mauvaise santé. J'ai oublié de dire ça, mais la santé, dans ce domaine-là au moins, on la comprend comme le fonctionnement normal de l'organisme. Donc ici, l'organisme de Mireille l'abeille ne fonctionne pas normalement, et ça veut dire que Mireille est en mauvaise santé, au moins dans cette mesure. Euh, mais pour autant, c'est pas une mauvaise chose pour Mireille que son organisme dysfonctionne de cette façon. C'est plutôt le contraire. En fait, ça lui permet d'avoir probablement une vie plus longue, une espérance de vie plus longue, qui fait que si elle a des expériences plaisantes, elle en aura davantage, etc. Donc, ça serait plutôt une mauvaise chose pour Mireille d'être en meilleure santé, si vous voulez. OK. Deuxième exemple, cette fois-ci qui concerne les humains. Vous savez peut-être qu'il y a des gens qui se définissent comme child-free. Et ça, c'est des gens qui, pour une raison qui leur appartient, politique ou personnelle, peu importe, décident de ne pas avoir d'enfants. Et on va supposer que c'est le cas de Chimène Lumène. Et Chimène a cette particularité qu'elle est stérile. Donc, la stérilité de Chimène, c'est dû à un dysfonctionnement de son organisme. Donc, en ce sens, au sens habituel de santé, Chimène n'est pas en bonne santé, au moins dans la mesure de ce dysfonctionnement. Mais pour autant, ce dysfonctionnement n'est pas mauvais pour elle. Bien au contraire, on a envie de dire qu'il est bon pour elle. Si elle était fertile, elle serait exposée au risque d'une grossesse non désirée, elle devrait utiliser des moyens de contraception. Tout ça, ce serait un peu embêtant. Chimène, elle est bien contente d'être stérile. Donc, il semble que, de nouveau, c'est un cas où, où être en meilleure santé serait mauvais pour l'individu en question. Donc, je pense que ces deux cas suggèrent que quand la santé est bonne pour les êtres sentients, c'est parce qu'elle leur permet d'obtenir d'autres choses qui sont bonnes pour eux. La santé est bonne pour Mireille dans la mesure où elle lui permet d'avoir une vie plus longue, mais dès lors que la santé l'empêche d'avoir une vie plus longue, on s'aperçoit qu'en fait la santé n'est pas intrinsèquement bonne pour elle. Même chose pour Chimène, la santé est bonne pour elle dans la mesure où elle lui permet
pareil, d'avoir une vie plus longue, plus d'expériences agréables, de satisfaire ses préférences, de réaliser ses projets. Mais quand la santé ne lui permet pas de faire ça, ben, il semble que d'un coup, la santé soit plus bonne pour elle. Donc tout ça, ça suggère que quand la santé est bonne pour les êtres sentients, elle l'est de façon instrumentale. Donc conformément à cette prémisse 4. Prémisse suivante, si la santé est parfois bonne pour une plante, c'est pour la même raison pour laquelle la santé est bonne pour les êtres sentients. Ok, ça non plus, c'est pas immédiatement évident, mais en fait, ça découle du fait que la santé consiste précisément à la même chose, qu'elle soit la santé d'être sentient ou d'être non sentient. La santé, c'est toujours le fonctionnement normal de l'organisme. Partant de là, ça serait vraiment bizarre que la santé soit bonne pour les plantes, par exemple, de façon complètement différente, pour une raison complètement différente que la raison pour laquelle elle est bonne pour les êtres sentients. En particulier, ça serait très bizarre que la santé soit intrinsèquement bonne pour les plantes, alors qu'elle est seulement instrumentalement bonne pour les êtres sentients. Conclusion intermédiaire, si la santé est bonne pour une plante, c'est en tant que moyen d'obtenir quelque chose qui est bon pour cette plante en tant que fin. Donc, même chose, la santé est jamais bonne intrinsèquement, finalement, pour les plantes, elle est bonne seulement instrumentalement, si c'est le cas qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'on fait avec cette conclusion? On ajoute une prémisse. La santé n'est jamais un moyen d'obtenir quelque chose qui est bon pour une plante en tant que fin. Et pour argumenter ça, ben, on peut s'appuyer sur un petit peu ce que j'ai raconté au sujet de Mireille l'abeille et Chimène l'humaine. Dans le cas des êtres sentients, il semble que la fin que nous permet d'atteindre la santé, ce soit toujours quelque chose comme avoir plus d'expériences plaisantes, ou pouvoir réaliser ses projets, ou pouvoir satisfaire ses préférences. Le problème, c'est que les plantes n'ont pas d'expérience plaisante, elles n'ont pas de projet, elles n'ont pas de préférence. Donc ça suggère que toutes les fins euh, qui sont bonnes pour les êtres sentients et pour lesquelles la santé est un moyen sont hors de portée des êtres non sentients et en particulier des plantes, conformément à cette prémisse-là. Conclusion intermédiaire, la santé n'est jamais bonne pour une plante. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir utiliser la conclusion à laquelle on est arrivé, c'était le point 3. Donc j'avais dit tout à l'heure, si l'eau est bonne pour une plante, alors la santé est bonne pour cette plante. Maintenant, on sait que la santé n'est jamais bonne pour une plante. Et de là, on peut conclure que l'eau n'est jamais bonne pour une plante. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est un joli argument. OK. Ce que je vais faire maintenant, c'est que ben, je vais discuter une objection à laquelle vous aurez peut-être pensé à cet argument. Euh, Cet argument, il est valide, bon, même s'il est un peu complexe, j'espère que vous avez vu qu'il était valide, ou peut-être que quelqu'un aura trouvé une faille logique dans l'argument, en quel cas on en discutera après. Donc il me semble qu'il est valide, ces prémices me semblent assez plausibles, en tout cas j'ai essayé de les motiver un peu. Euh, Ça veut dire que face à cet argument, on a le choix entre soit accepter sa conclusion, soit rejeter ses prémices, ou rejeter l'ensemble de ses prémices. Euh, Et parfois, quand on fait face à un argument valide, la réaction raisonnable, même rationnelle, c'est pas d'accepter sa conclusion, c'est de rejeter ses prémices. Comme ça paraît peut-être un petit peu bizarre, mais je vous donne un exemple pour illustrer. Supposez qu'un idéaliste essaie de me convaincre que j'ai pas de main. Donc, il me fournit un argument un peu comme ça, avec un ensemble de prémices P1, P2, Pn, puis sa conclusion, c'est je n'ai pas de main. Je considère l'argument, je constate que l'argument est valide, les prémices me paraissent individuellement assez plausibles, mais je regarde au bout de mes bras, puis je vois deux mains, et je me dis non, mais c'est sûr que la conclusion de l'argument est fausse. Euh, Si c'est ça qui se passe et qu'il est vraiment évident que la conclusion est fausse, la réaction rationnelle, c'est de dire, OK, même si les prémices avaient l'air plausibles, il y en a forcément une qui est fausse. Donc, forcément, quelque chose est allé de travers dans l'argument. Ça, c'est des arguments qu'on appelle mouréens, mais c'est pas très important de savoir qu'on les appelle comme ça.
Donc l'idée ici, c'est qu'on pourrait faire ce genre d'argument mouréen, de réponse mouréenne à l'argument que moi je vous ai proposé. Donc l'argument que je vous ai proposé, c'était ça, un ensemble de prémices et la conclusion que l'eau n'est pas bonne pour les plantes. Peut-être que votre réaction en examinant cet argument, c'est de vous dire, ouais, ok, les prémices ont l'air assez plausibles, l'argument est valide, mais cette conclusion est vraiment absurde. Je réfléchis un petit peu aux plantes et puis ça me paraît immédiatement évident que l'eau est bonne pour les plantes. Donc forcément, quelque chose a dû aller de travers dans cet argument qui était après tout assez complexe pour qu'une erreur puisse glisser à droite à gauche. Donc, ça suggère que peut-être que la réaction rationnelle face à mon argument, c'est de dire, OK, très bien, c'est joli, les prémices sont plausibles, mais ce n'est pas un argument convaincant. On va quand même s'en tenir, s'accrocher à notre intuition très forte que l'eau est bonne pour les plantes, en dépit de l'argument. Euh, Dans ce cas précis, il me semble que ça serait une erreur de faire ça. Donc, j'ai envie de dire que dans le cas de l'argument idéaliste, c'est complètement rationnel de faire ça, mais dans le cas de mon argument, c'est irrationnel. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Puis pour comprendre ça, on va examiner encore un petit coup l'argument idéaliste. De nouveau, on a cet ensemble de prémices, puis cette conclusion qui nous dit que j'ai pas de main. Euh, Ma réaction, c'est de me dire, je regarde au bout de mes bras, je vois deux mains, donc c'est évident que j'ai deux mains, et donc c'est rationnel de rejeter les prémices. Mais supposons qu'à cette étape de la discussion que j'ai avec l'idéaliste, Mesmer, vous avez déjà entendu parler de Mesmer? C'est non? Un hypnotiseur célèbre, québécois, très célèbre. Donc il entre dans la pièce et puis il me voit discuter avec l'idéaliste et il nous dit, mais de quoi vous parlez? Et donc je lui explique, ah, je suis en train de discuter avec cet idéaliste qui essaie de me convaincre que j'ai pas de main, mais c'est tellement absurde qu'il pourrait fournir n'importe quel argument que je serais pas convaincu. Et Mesmer est très intéressé, il me dit, ah, mais attends, est-ce que ça serait pas parce qu'hier je t'ai hypnotisé pour que tu crois que tu as deux mains? Je t'ai hypnotisé pour que quand tu regardes au bout de tes bras, tu vois deux mains. Ok. Si Mesmer a raison, hein, donc, ce qu'il me dit, en gros, c'est ta croyance que tu as deux mains, elle est entièrement causée par la séance d'hypnose à laquelle je t'ai soumis hier. Ah, si c'est ça qui se passe, maintenant, j'ai plus aucune raison de croire que j'ai deux mains. J'ai plus aucune raison de me fier à ma perception visuelle de mes deux mains. Donc, je devrais, à la base, suspendre mon jugement. Peut-être que c'est vrai que j'ai deux mains. Mesmer, il m'a pas dit que je me trompais en croyant que j'avais deux mains. Il m'a dit qu'il s'est en tout cas assuré que je le crois, peu importe que ce soit le cas ou pas. Euh, Sachant ça, maintenant, ce serait complètement irrationnel de m'accrocher à mon intuition très forte que j'ai de main, de me fier à mon impression visuelle. Non, ce qu'il faut faire, c'est suspendre mon jugement. À côté de ça, l'idéaliste est arrivé avec son argument qui était quand même un petit peu convaincant, pas suffisamment pour contrebalancer la force de mon impression visuelle. Mais maintenant, tout ce qui me reste, c'est les prémices de l'argument de l'idéaliste. Le fait que ces prémices entraînent la conclusion que je n'ai pas de main. Et donc, ce qu'il est rationnel de faire, c'est maintenant de croire que j'ai pas de main. Au départ, c'était irrationnel parce que j'avais une très bonne raison de croire que j'avais des mains, je voyais bien mes mains. Mais maintenant, j'ai plus cette raison-là puisque j'ai découvert que cette impression, je la dois entièrement à la séance d'hypnose. Ok. Donc, mon idée, c'est qu'il se passe un petit peu la même chose avec l'argument que je vous ai proposé. Donc, ici aussi, un ensemble de prémices, la conclusion que l'eau n'est pas bonne pour les plantes. J'ai envie de rejeter cette conclusion parce qu'il me semble évident que l'eau est bonne pour les plantes. Ça, c'est ma croyance, mon intuition assez forte. Et puis, supposons que Mesmer rentre dans la salle, il me dit, ah, de quoi vous parlez? Et puis, il dit, ah, cette personne qui essaie de me convaincre que l'eau n'est pas bonne pour les plantes, puis il a un argument qui est un petit peu convaincant, mais cette conclusion est tellement absurde que c'est sûr que je ne vais pas croire ça. Et Mesmer me dit, ah, mais ton intuition que l'eau est bonne pour les plantes, tu l'as juste parce que je t'ai hypnotisé hier, pour que tu crois que l'eau est bonne pour les plantes. Donc là, il se passe exactement la même chose qu'avant. Il me semble que si ça se passe, j'ai maintenant plus aucune raison de me fier à mon intuition que l'eau est bonne pour les plantes, même si cette intuition est très forte. Parce que je dois cette intuition à un facteur causal qui n'a absolument rien à voir avec le prétendu fait que l'eau est bonne pour les plantes. Donc ici, la réaction rationnelle, ce serait de suspendre mon jugement à la base sur est-ce que l'eau est bonne pour les plantes ou pas,
me fier à ce à quoi il faut me fier, à savoir le fait que les prémices de l'argument que je vous ai fourni sont quand même un peu plausibles, et puis qu'elles entraînent la conclusion que l'eau n'est pas bonne pour les plantes. Donc, ce que je devrais faire maintenant, c'est croire que l'eau n'est pas bonne pour les plantes. Bon, je ne suis pas en train de vous dire que Mesmer nous a tous hypnotisés pour qu'on ait l'intuition que l'eau est bonne pour les plantes. Euh, Mon idée, c'est plutôt qu'un autre facteur perturbateur est venu nous faire croire que l'eau était bonne pour les plantes. Et ce facteur perturbateur, c'est ce que j'appelle ici le zoomorphisme. Euh, Zoomorphisme, c'est vraiment l'équivalent de l'anthropomorphisme, mais à l'échelle des animaux et des plantes. Donc l'anthropomorphisme, c'est cette tendance qui nous amène à projeter sur les animaux des caractéristiques qui sont proprement humaines. De la même manière, le zoomorphisme consiste à projeter sur les plantes ou sur les non-sentients des caractéristiques qui sont propres aux êtres sentients. Et donc l'idée est la suivante. On a tous cette intuition que l'eau est bonne pour les plantes parce qu'on projette sur les plantes toutes sortes de choses qui sont en fait propres aux êtres sentients. Ça va pas surprendre beaucoup les véganes s'il y en a dans la salle, ou peut-être même les végétariens. Parce que si vous êtes vegan, il y a à peu près une probabilité de 1 que vous ayez un jour fait face à l'argument dit du cri de la carotte, selon lequel les plantes, elles aussi, ressentent des choses, et donc les fruits et les légumes qui sont dans notre assiette, ils vont quand même souffrir, comme les animaux qui sont dans l'assiette de la personne qui est en face de nous. Et puis ça, c'est censé relativiser la supériorité morale du régime alimentaire végétalien. Euh, je passe là-dessus. Euh, c'est aussi quelque chose d'assez bien documenté, hein, le zoomorphisme. C'est assez bien documenté qu'on a tendance à attribuer, par exemple, la sentience aux plantes, donc par opposition à de simples réactions à des stimuli de l'environnement. Les gens attribuent aussi l'agentivité aux plantes, par opposition juste à des dispositions comportementales. Et puis les gens attribuent aussi aux plantes de l'intelligence, par opposition simplement au fait d'être adapté à son environnement. Donc si tout ça se passe, c'est quand même fort plausible que notre disposition à accepter l'idée que l'eau est bonne pour les plantes s'explique par notre zoomorphisme. Euh, Après tout, donc ouais, je pense que ça se passe plus ou moins de la manière suivante. Il y a certaines choses qui sont bonnes pour nous, comme la santé ou la survie. Ces choses sont aussi à la portée des plantes. Donc les plantes peuvent survivre et peuvent être en bonne santé. Et donc c'est très tentant pour nous de faire comme si elles aussi, elles avaient un intérêt à survivre et à être en bonne santé. Mais nous, on a ces intérêts-là parce qu'on est des êtres sentients ou parce qu'on a des caractéristiques qui sont propres aux êtres sentients, à savoir des expériences plaisantes et puis des préférences et des projets qui peuvent être satisfaits ou réalisés. Ces choses-là, les plantes ne les ont pas. Mais je pense que c'est seulement parce qu'on leur attribue ces choses-là néanmoins qu'on est disposé à penser que certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour elles. Donc ça voudrait dire que, un peu comme si on avait été hypnotisé par Mesmer, maintenant, si on est convaincu par cette explication de notre intuition que l'eau est bonne pour les plantes, ben, on se rend compte qu'on a cette intuition juste parce qu'on fait une espèce d'erreur de raisonnement. Et une intuition qu'on a juste parce qu'on fait une erreur de raisonnement, ça serait aussi une erreur de s'y fier. Donc on devrait au contraire se méfier de cette intuition. On devrait à la base suspendre notre jugement sur est-ce que l'eau est bonne ou pas pour les plantes. Et je pense que si on suspend son jugement à la base, l'argument que je vous ai proposé peut faire la différence. Donc en résumé, je ne sais pas si on avait dit 1 heure, mais plus ou moins dans les temps si c'est le cas. Donc, je vous ai d'abord expliqué pourquoi les scientistes ne devraient pas concéder que certaines choses sont bonnes ou mauvaises pour les plantes. Une fois qu'on a fait ça, on est presque obligé d'admettre que les plantes possèdent un statut moral. Ensuite, j'ai essayé de montrer que la formule bon pour avait la même signification qu'elle soit appliquée aux plantes ou aux animaux. Dans les deux cas, elle réfère aux intérêts et au bien-être. Après, j'ai essayé d'argumenter que la phrase l'eau est bonne pour les plantes est fausse, et plus généralement que rien n'est bon ou mauvais pour des êtres simplement vivants. Et puis, maintenant, je viens d'essayer de vous
montrer qu'il fallait pas prendre trop au sérieux notre intuition que l'eau est bonne pour les plantes et qu'il fallait en tout cas pas s'y fier pour rejeter l'argument que je vous ai proposé dans la troisième partie. Et merci pour votre attention. Ah, j'ai écrit vos applaudissements. Super, merci, merci beaucoup.